Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des Apéromotion. Chaque épisode est une occasion de partir à la rencontre de créatifs pour découvrir leur parcours, leur quotidien et la vision qu'ils ont de leur métier. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Mathieu Delab, motion designer freelance, en parlant entre autres de ses expériences à l'étranger, de l'utilisation du logiciel Cavalry et de son style d'animation. Je vous laisse découvrir notre échange. Bonne écoute. Hello Mathieu, comment tu vas ? Hello José, ça va très bien, merci, et toi ? Ça va, merci. Trop cool d'avoir accepté notre invitation sur le podcast, ça fait trop plaisir de te recevoir, ça fait un moment qu'on voulait t'inviter, c'est trop cool de pouvoir te recevoir là. Très content d'être là, merci pour l'invite. Est-ce que, pour ceux qui te connaissent pas un peu ton profil, tu peux expliquer un peu ton parcours, ce que tu fais maintenant globalement Bien sûr. Du coup, je suis donc motion designer 2D. Donc quand je dis spécialisé 2D, donc c'est très plus orienté typographie, shape et tout ça. Donc pas forcément en 3D. Et voilà, et ça va faire plus d'une dizaine d'années que je fais ça maintenant. Donc OK. Je savais que tu étais à Strasbourg au tout début de ton parcours avec il me semble Henri Gander, si je me trompe pas, chez Slick. Exactement, oui, avec Henri et Olivier de chez Slick. Effectivement, c'était mon deuxième boulot à Strasbourg dans une agence et très très bon souvenir. Très bon souvenir. C'était vraiment le tout début de la boîte, du studio, et puis c'était très bonne énergie et plein de choses à faire. C'était une très belle expérience. T'as gardé un peu contact avec eux depuis ? Oui, on se voit toujours de temps en temps dès que je passe à Strasbourg ou voilà, il y en a un qui vient sur Paris, toujours. Ok, cool. Après cette expérience chez Slick, il me semble que tu t'es dirigé plus vers l'étranger. Comment ça s'est passé tout ça ? Exact, ouais. Du coup, j'ai fait donc 4 ans sur Strasbourg dans deux agences différentes. Et c'était une très bonne expérience. Mais j'avais envie un petit peu d'un point de vue sur le plan plus peut-être personnel aussi de faire une expérience à l'étranger et professionnel aussi d'évoluer, de passer un peu de voir comment ça se passe ailleurs. Et du coup, je me suis décidé à partir sur Londres pour démarrer une expérience là-bas et j'y suis resté 5 ans total. Ok. Pourquoi Londres ? Il y avait parce que c'est assez proche et en même temps c'est à l'étranger, ou parce que il y avait d'autres raisons ? T'avais déjà un plan là-bas sur place ? Comment ça s'est passé ? Il n'y avait pas de raison forcément par rapport à Londres. L'idée principale, c'était déjà de partir à l'étranger, c'est sûr, rester en Europe éventuellement, et aussi, en fait, Londres, c'est vrai que c'est un vivier de studios, et il y a beaucoup de très bons studios, et c'est ce qui m'a un peu aussi conforté dans mon choix de destination. Et effectivement, c'est pas trop loin non plus la maison, donc Okay. tout en étant un peu ça t'arrivait de revenir de temps à autre pour la famille ou quoi, ou c'est en mode grosse parenthèse full étranger ? Je revenais, mais pas tant que ça, j'irais peut-être aller 2 fois dans l'année. Ok. 2-3 fois maximum dans l'année, c'était tous les 4-5 mois. Et encore, vraiment 2 fois dans l'année où je rentrais, effectivement. Parce que c'était pas forcément évident aussi donc j'étais sur ma famille aussi du côté de Strasbourg, dans le coin de Strasbourg. Du coup, par rapport au transport et tout ça, c'est vrai que c'est pas juste tu prends l'Eurostar, t'arrives à Paris, il y a encore, voilà, fallait prendre l'avion, atterrir en Allemagne et compagnie, donc c'était pas non plus si simple, même si c'est pas loin, c'était quelques heures de voyage. Bah oui, quand même. Mais Okay. ça reste vraiment à côté, hein, c'est sûr. Comment t'as eu tes premiers contrats là-bas sur place ? T'as fait genre du porte-à-porte au studio ? T'as fait des mails ? Comment ça s'est passé un peu les débuts ? Les débuts à Londres, j'ai eu la chance d'avoir quelques contacts déjà, donc quelques gens dans le milieu que je connaissais, que j'avais rencontrés sur le net, dans le milieu du motion design ou en festival. Et du coup, j'ai eu de très bons conseils dès le départ, et c'est ce qui m'a aussi conforté dans mon choix par rapport à Londres. On m'a tout de suite dit qu'il y avait beaucoup de boulot, il y avait plein de studios, que la ville était chouette, la vie sur place était vraiment super dynamique et tout ça. Donc les premiers boulots sur Londres, en fait, je suis arrivé, je crois que j'ai travaillé au bout de la 3e semaine, je crois, mon premier boulot, mon premier job.
Ah, et donc très rapidement, ouais, quand même. Ouais, ça allait très très vite. Le temps de trouver un appart et tout ça. Je te passe les détails. C'était assez sport au début. Mais au début, ce qui m'a aidé, c'était une agence de freelance, donc qui s'occupe Ok, du recrutement, donc qui est connectée avec plein de studios à Londres. Et effectivement, ça pour démarrer au début, bah ouais, c'est top. Ça m'a beaucoup aidé. ok. Quand tu travaillais avec des studios, tu travaillais sur place dans leur bureau, c'était beaucoup de remote, comment ça s'organisait un peu le workflow chez eux? Donc toute ma période sur Londres, c'était, j'ai envie de dire, 95% du temps, c'était en agence. Ok, Et c'était voilà, c'est vrai que les gens, les studios aimaient bien aussi avoir les freelances qui viennent sur place. Et je t'avoue que j'aimais beaucoup aussi. Ça permettait de travailler avec l'équipe, de discuter, de discuter en live en fait. Et ça, ouais, ça change pas mal de choses. Et surtout, bah, j'étais à Londres et ça permettait aussi de rencontrer plein de gens, de ouais, faire plein de ok. connaissances. Faire plein de connaissances, être au courant de ce qui se passe, l'exposition, quand tu vas manger le midi avec l'équipe et tout, tu discutes de plein de choses et t'es au courant aussi de ce qui se passe un peu dans la vie à Londres, de ce que les gens y font, donc c'est super enrichissant. C'était super enrichissant. Ok. Tu parlais déjà bien anglais quand t'es arrivé sur place? Parler pas trop, je lisais et je comprenais bien. Par contre parler, voilà, c'est tout un autre, c'est vraiment autre chose. Ouais. T'exprimer dans la vie de tous les jours, ensuite t'exprimer d'un point de vue professionnel, trouver les bons termes, exprimer tes idées. Ça a mis voilà quelques mois à venir pour être un peu plus à l'aise, mais ça se fait. Hein, c'est comme tout. Hein, faut y aller, faut être sur place, faut être baigné dans le. Faut se forcer un peu, ouais. Exactement. Et t'as pas le choix hein, quand t'es devant le fait accompli, qu'il faut que t'expliques tes idées. Puis y a pas de voilà, tu te fais comprendre. Mais ça a jamais posé de Ouais. problème. Ça a jamais posé de problème. Et puis bah Même forcément, s'il tu sais faut moi, utiliser du geste ou quoi pour aider la des compréhension. dessins, tout, 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 même tout. Mais c'est marrant parce que j'étais au début en tout cas, c'est vrai que j'étais un petit peu frustré par rapport à ça, de pas pouvoir expliquer pleinement mes idées Mhm. ou quand on sortait de la rue ou autre. Euh, j'ai dit, j'espère que je me suis bien fait comprendre, que mes idées sont bien passées. Mais du coup, ce que je faisais derrière, j'essayais dans mes idées, dans les petites animations ou dans les mock-ups que je faisais, j'essayais vraiment d'être encore beaucoup plus concis et précis et Ah oui. détaillé justement pour essayer de bien me faire comprendre dans le doute où le message était pas très bien passé. Ok. Donc ça, Ok. c'est quelque chose que je faisais, inconsciemment, je pense, mais voilà. Ok. Toi, au début, c'était vraiment les balbutiements, on va dire, du motion design. Même les tutos étaient beaucoup en anglais aussi, j'imagine. Au début, est-ce qu'il y avait quand même Exact. il y avait de la ressource française quand même? Comment ça se passait? Tu veux dire quand j'ai démarré pour apprendre le motion design? Ouais. Pour apprendre le motion design, et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais au final. C'est Ok. beaucoup de tutos en anglais, d'où la compréhension. Je lisais aussi pas mal de bouquins en anglais. Donc ça m'a beaucoup aidé au début. Et voilà, puis après il y a la formation aussi, hein, euh, où j'ai appris la base des logiciels et tout ça, bien sûr. Mais Ok. en tout cas, ouais, Ok. effectivement, il y avait pas forcément d'école qui te formait au métier de motion designer aussi. Donc ça passait beaucoup, c'est vrai, par des tutos ou autre, et Par la d'expériences débrouille, ouais. perso. Exactement. Ok. En général, c'est des missions de combien de temps que tu fais en moyenne dans une boîte à ce moment-là à Londres? À ce moment-là, en moyenne, ça variait, mais ça peut varier de 1 à 6 semaines. Ok, ouais, quand même. Ça dépend du projet. Oui. Mais c'était en général minimum 1 semaine, en fonction de la durée du projet. Puis en général, quand tu termines un projet où ils sont contents de toi ou autre, bah, ils ont quelque chose d'autre qui arrive, ils le gardent sous la main, bah tiens, ça se passe bien, on continue, et ça marche souvent aussi comme ça. Ok, ouais, ça t'arrivait enfin de prolonger ton séjour entre guillemets là-bas parce que hop, il y avait tout de suite un autre projet qui s'enchaînait. C'est ça, c'est exactement ça. Ah oui, j'ai passé quelques mois dans les studios, Ok. parce que voilà, ça se passait bien, bonne ambiance, il y avait des projets qui rentraient, et puis ouais.
Ok, C'est chouette. cool. Ouais, donc il y a moi qui vends des projets à genre une journée, des fois une demi-journée. Là, c'est quand même des plus gros, des plus gros shoots, quoi, en général. Ouais, c'est vrai, c'était les plus gros projets, mais souvent t'es peut-être le seul, tu vois, t'es peut-être le seul animateur, t'es peut-être le seul motion designer 2D sur le projet. À côté de ça, Ok. t'as des motion designers 3D ou autres, tu vois. Donc oui, voilà, c'est des gros projets pour des grosses marques. Du coup, il y a une grosse phase d'exploration au début. Mhm. Il y a souvent une semaine, 2 semaines de tests d'exploration avant de bien définir et d'ajustement du design. Euh, Ah c'est là yes, où c'est ok. intéressant dans certains studios où il y avait vraiment ce travail en parallèle du design et du motion. Ça, c'était très chouette. Il y avait ce ping-pong Ok. entre les deux, mais ça prend du temps, c'est sûr. Et il faut avoir le budget, il faut avoir. Donc oui, c'était une chance de pouvoir faire ça. Ouais, et puis j'imagine effectivement que quand t'es dans cette phase de recherche et d'exploration, effectivement, c'est mieux d'avoir direct le contact avec l'équipe design, par exemple, ou l'équipe 3D, pas loin. Ouais, j'imagine que niveau échange, ouais, ça fluidifie quand même pas mal le bordel. C'est exactement ça. Tu as une question, tu tournes la tête, même technique, hein, en motion. Si t'es bloqué sur un truc, tu peux aller demander à ton voisin à côté comment tu ferais ça, et vice versa. Donc ça, ça a pas de prix. Et pareil pour les feedbacks. C'est sûr que tu peux aller te lever, tu peux aller Mm. demander à la personne concernée, qu'est-ce que t'en penses, s'il y a un doute ou autre. Donc Ok. différent. Voilà, c'est vrai que c'est un différent workflow comparé à aujourd'hui où c'est vrai que beaucoup depuis le Covid, beaucoup plus de choses euh, à distance. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Du coup, toi, c'était tes premières expériences en freelance quand t'étais ouais, encore à Strasbourg, t'étais embauché dans les agences, c'est ça? C'est ça, ouais, j'étais à plein temps. Ouais. Ouais, j'étais à plein temps comme je disais avant, dans deux différentes agences. Une qui s'appelait ActWeb, à Strasbourg, où là j'étais le seul motion designer. Et ensuite, donc j'ai fait 2 ans là-bas, et ensuite 2 ans chez Slick, dont on a parlé Ok. avant. Et niveau administratif, quand tu te mets en freelance en Angleterre, c'est laborieux, facile, tu comprends facilement l'administration, comment ça fonctionne là-bas et tout ça? Alors l'avantage aux UK, c'est que t'as pas beaucoup de statuts différents pour créer ton entreprise, créer ton statut de freelance ou autre. Euh, je, je me rappelle plus exactement, mais il me semble que t'as 3 ou 4 statuts différents. Et ça dépend en fonction c'est plus en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc tu rentres dans cette case en fait. Et ou c'est vrai que peut-être en France t'as beaucoup plus de statuts. Si t'es artiste-auteur, si t'es photographe, si tu es voilà, Hmm. c'est pour ça c'est vrai que c'est simple et beaucoup plus simplifié là-bas. Ok, ok. Euh, et quand tu reviens en France, 5 ans après, est-ce qu'il y a une genre de passation administrative? T'es obligé de recommencer à zéro, de tout refaire? Comment ça se passe? J'ai tout recommencé à mon retour en France, j'ai tout recommencé à zéro, statut en France, j'ai fermé ça s'appelle ça une limited company, j'ai tout fermé en Angleterre et tu repars à zéro ici. Ok, Pas yes. trop le choix. Pas trop le choix. Du coup, tu gardes, tu ramènes un peu ton catalogue client, entre guillemets, tu travailles avec les mêmes personnes encore aujourd'hui? Alors oui, j'ai pas mal de studios avec qui j'ai travaillé, on continue à collaborer. Et plein de nouveaux studios au final, parce que c'est intéressant, il y a souvent aussi des producteurs, donc les gens qui gèrent le projet, en tout cas à Londres, dans tous les studios partout, mais qui bougent de studio en studio, et puis bah tiens, on a besoin de tel et tel profil en motion, ah bah tiens, on a travaillé avec un tel, ça pourrait être pas mal. Donc il y a ce côté un peu, ce côté Ok. bouche à oreille aussi qui fonctionne toujours, donc ça amène de nouveaux studios aussi. Après, il y a les réseaux sociaux forcément, hein. Euh, les gens qui trouvent ton profil sur internet et qui te contactent. Voilà, il y a plein de sources comme ça. Ouais, ça t'est arrivé de recevoir un DM Insta ou quoi? On cherche quelqu'un, est-ce que t'es libre les prochains jours, les prochaines semaines? Exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Tout à Ok. fait, tout à fait. Et puis il y a des studios là, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, enfin régulièrement depuis 3 ans. C'est assez éparpillé dans l'année, mais voilà, il y a une très chouette collaboration qui s'est mise en place
Et ça, voilà, c'est parti d'un message Instagram Ah, cool. qui paraît au début, et ouais, qui peut paraître un peu au début, c'est du sérieux ou pas et tout ça. Et puis au final, tu regardes le site, tu regardes premier call, et puis c'est super Ça a l'air collaboration. legit, on y va, Et quoi. ouais, c'est ça. Et au final, ça a été des très chouettes projets, ouais. Ok. Est-ce que tu travailles quand même avec des clients aussi français, avec des studios français, ou c'est vraiment grande majorité des studios anglais ou étrangers? Majoritairement étrangers jusqu'à présent. Du coup, comme je disais, j'ai toujours les studios avec qui je travaillais en Angleterre, Mhm. plus des nouveaux. Et après, c'est vrai que ça c'est depuis le Covid aussi. Euh, ça, beaucoup de studios ont réalisé qu'ils pouvaient travailler à distance, alors que souvent, ils aimaient bien avoir un peu tous les profils sur place assez souvent. Enfin, de mon expérience. Et le Covid c'est vrai qu'il a pas mal un peu aidé sur ça. Ok. Ça a élargi un petit peu champ de mon champ de studio, j'ai envie de dire. C'est pas forcément Ouais, carrément. le terme, mais voilà, Carrément, je vois. ça a aidé, c'est Ok, sûr. ok. Ouais, parce que il y a une question que j'aime bien poser pour les gens qu'on reçoit qui ont travaillé ou qui travaillent à l'étranger, c'est s'ils ressentent, je sais pas, une différence de, comment je me suis noté ça dans mon bloc-notes, ouais, une différence de valorisation des métiers, tu vois. Est-ce que vu que Londres, on sait que ça a un rayonnement quand même artistique assez fort, est-ce que ouais, on est plus considéré, mais peut-être c'est pas une réponse universelle, tu vois, qui existe, mais est-ce que par ces différences de studios avec lesquels tu as travaillé, tu ressens une différence de traitement sur les métiers créatifs ou pas du tout? Je sais pas si c'est clair hein, comme question. C'est très clair comme question. Après, j'ai pas trop c'est encore difficile de comparer par rapport aux studios étrangers, français, parce que c'est vrai que je bosse avec quelques studios en France, mais c'est vrai que j'ai à majorité studios étrangers. Mais j'ai envie de te dire, je sais pas, j'ai l'impression que il y a plus de budget, peut-être plus de temps alloué sur, voilà, t'as une semaine, t'as 2 semaines pour faire ci, pour faire ça, sur ce poste, sur ce profil, c'est vraiment assez carré. Donc Mhm. en fonction des studios, en fonction des projets, bien sûr, hein, ça varie tout le temps. Mais oui, t'es assez valorisé, bien sûr. Et et qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'ils comprennent les tenants et aboutissants aussi du métier, quoi. J'imagine, quand tu es dans un environnement qui comprend ce que ça demande en termes de travail, peut-être c'est plus simple d'expliquer et puis de faire comprendre justement ce qui va, ce qui va pas, pourquoi ça prend du temps, etc., quoi. Ouais, tout à fait. Et mais la différence entre ce que j'ai remarqué, ce que j'ai apprécié en tout cas, c'est la gestion, en tout cas des projets, c'est très carré. Tout est très carré quand on te donne un brief. La plupart du temps, quand ils font appel à des freelances, effectivement, ils savent ton temps est calculé. T'es pas là pour rien. Ils veulent t'utiliser à bon escient, Mhm. optimiser ton temps aussi. Donc très carré. Et puis voilà. Et ils payent rapidement aussi en termes de après le projet. C'est vrai que là aussi c'est très carré, très carré en général. Ok, ok. Ouais, moi qui ai fait justement un point facturation là tout à l'heure, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus flexible ici, on va dire, sur les délais de paiement, mais bon, c'est C'est une autre ça, ouais, question. c'est ça, c'est ça. Est-ce que ouais, quand tu travailles avec quand tu es interné du coup dans le studio, après tu dois, j'imagine, laisser ton fichier source. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est genre une condition préalable quand ils t'embauchent, entre guillemets? Quand t'es en studio ou à distance en général? Ouais, quand tu fais la mission freelance En général, oui, il pour y un a studio. toujours, ouais, il y a toujours les fichiers sources à fournir en général, hein. Ok. En général, à moins que, à moins que le studio n'ait vraiment personne en interne pour gérer ça ou c'est vraiment un one shot et ils en ont pas besoin, mais c'est plutôt rare. Non, non, en général, c'est toujours carré. Il faut que tu mettes tes projets à disposition, et d'où l'intérêt aussi d'être assez carré pour que quelqu'un derrière puisse aussi reprendre
facilement tes fichiers. C'est très important. Quand tu reprends les fichiers de quelqu'un, t'es content quand c'est un peu rangé, un minimum de calques renommés, des répertoires, tu sais voilà, c'est sûr, ça aide. Ouais, ok. Ça aide. Ok. Et ça, je sais que c'est une question qui revient assez souvent pour ceux qui peut-être se lancent en freelance ou qui débutent leur carrière de freelance. Quand on leur demande les fichiers sources, il y a toujours est-ce que je dois les facturer? Combien je les facture? Est-ce que c'est un pourcentage? Blablabla. Bla, bla. Toi, tu gères comment ça, sans donner de chiffres ou quoi? Mais est-ce que tu le factures? Est-ce que c'est, je sais pas, comment tu marches là-dessus? Là, je t'avoue, je suis peut-être pas la meilleure personne pour répondre à ça, mais parce que moi, je bosse quasiment que 95% du temps avec des studios. Je travaille rarement, très très rarement avec le client en direct. Donc, quand tu travailles avec un studio, ça paraît effectivement d'office. C'est logique dès le départ que tu as des fichiers sources à fournir et tout ça. Après, oui, je pense que c'est quand tu travailles avec un client en direct, qui lui peut réutiliser tes fichiers en faisant appel à quelqu'un d'autre pour travailler. Là, ça fait sens, effectivement. Ok. Mais la question se pose pas, effectivement, quand tu bosses avec un studio. Enfin, de mon côté, en tout cas. Ça s'est jamais posé. Ok. Non, mais c'est intéressant de savoir un peu comment ça se passe dans ces cas-là. Tu penses que ce serait quoi une des choses la plus utile que t'aies pu apprendre à l'étranger? Je sais pas, une valeur, un truc, même un process d'organisation. Justement, on parlait de fichiers à ranger, tout ça. Quel est le truc le plus utile que t'aies pu apprendre avec ces expériences-là? Est-ce que j'ai pu... Très bonne question. Il y a différentes choses, hein. Parce qu'il y a eu tellement de bonnes... C'était très enrichissant comme expérience, hein, tant sur le plan humain que professionnel. Donc j'ai envie de peut-être dire mixer un petit peu les deux. Bah, je vais déjà démarrer peut-être par l'humain, donc en dehors de la vie sociale et tout ça, mais c'est vrai que quand t'es arrivé dans un studio, c'est vrai qu'il y a un studio, je me rappelle, où je suis arrivé et j'ai été... en plus, c'était au début de mon début à Londres, mon anglais était encore un petit peu approximatif. Mais il y avait ce directeur artistique super sympa qui t'accueille. Tu te sens vraiment bienvenu, tu vois. Et c'était pas juste la première journée ou tout ça. C'était vraiment tout le long. Ça va, tu vas bien. Et tu sentais que c'était vraiment sincère. Et ça a beaucoup aidé aussi. Le but, c'est quand t'arrives dans un environnement comme ça, dans un studio. Ça peut être intimidant intimidant, aussi. ouais. C'est intimidant, exactement. Et puis t'as été avec. Et voilà. Donc ça, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, surtout quand tu parles pas la langue, en fait. Ouais, j'imagine. Ça te met à l'aise. Donc ouais, l'accueil, l'humain, savoir que tu peux demander à telle et telle personne si t'as une question, t'as un truc. Hein, enfin, c'est toujours, ça met toujours à l'aise. Et ensuite, non, ce que j'ai appris beaucoup dans les studios, je dirais, des autres aussi, c'est peut-être juste où parfois faut pas trop réfléchir non plus quand t'as un brief, quand t'as une deadline ou quand t'as un meeting de nouveau avec l'équipe, t'as 1 heure pour faire tes tests d'anime ou tout ça, faut foncer, quoi. Donc ça est marqué dans un studio, mais c'est vrai qu'il faut tu réfléchis pas trop, tu fonces, tu fais plein de tests, plein de trucs, et puis tu montres, et puis après ça discute, et puis ça il y a une piste qui se définit automatiquement. Mais voilà, pas trop réfléchir, parfois, souvent même. Ok, aller à l'efficace ou même justement c'est ça. Laisser aller tout ce qui se passe à l'esprit et le coucher sur papier, sur écran. Exactement, papier, écran, même si c'est très brut, tu vois. Juste avoir quelque chose du matériel pour pouvoir discuter et expliquer une idée, et puis voilà. Ok. Très restreint. Qu'est-ce qui t'a fait revenir en France? Est-ce que il y a eu, je sais pas, un événement qui s'est passé sans rentrer forcément dans le personnel, hein, si ça, enfin ça ça me regarde pas forcément si jamais, mais ouais, est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a fait prendre la décision, je reviens à ce moment-là? C'était une envie naturelle, j'ai envie de dire. Au bout de 5 ans, j'avais juste envie
passer à autre chose, tout simplement. Je me projetais pas déjà dès le départ à très long terme sur Londres. Je me suis dit, bon voilà, j'y vais, on verra ce qui se passe. J'avais en tête au moins 3 ans, histoire de faire une bonne expérience quand même. Les 3 ans sont terminés en 5. Et c'était voilà, juste une envie de rentrer, passer à autre chose. Et après, c'était juste avant le Covid en fait. Donc j'avais décidé de rentrer en décembre, c'était 2019, c'est ça? Le Covid, c'est en 2020. Ouais, c'est C'est ça. ça. Et du coup, en décembre, j'avais décidé, bon bah, allez, je rentre début d'année prochaine, tout ça. Et à février, mars, le Covid. Enfin, en février, tu commençais quelque chose qui arrivait en fond là du Covid. Et ça allait très très vite. Et au final, j'avais prévu de rentrer au mois d'avril, il me semble, fin avril. Et je suis rentré mi-mars, complètement en catastrophe. Ah oui, Complètement en ok. catastrophe. J'ai mis les clés de mon appartement sous le paillasson au sens propre. Et j'ai sauté dans le dernier Eurostar avec mes 3 valises. C'était assez lunaire comme Oh situation. punaise, aïe. Voilà, pas eu le temps de dire forcément au revoir à tout le monde non plus. Donc Ah punaise, ah oui, ok, ok. voilà, c'est ça avant que les frontières ferment. Sinon, Ouais, parce qu'il me semble que le confinement, ça a commencé, je crois, le 15 ou le 16, quoi. 16 exa- mars, je crois, c'est... c'est ça. Je C'était suis, ren- ciao. je suis rentré le 15, mais vraiment la veille quoi. C'était Oh punaise. drôle d'expérience, ouais. Et, ouais, question con, mais ouais, t'es bien du coup maintenant à Paris, ça se passe bien, c'est cool, t'es content d'être là de nouveau. Comment ça se passe? Bah ouais, Paris. Après, Paris, c'est nouveau entre guillemets. J'ai jamais habité à Paris avant la période de Strasbourg parce que j'avais fait Strasbourg. Ensuite, je suis directement parti à Londres. Hmm. Et ensuite Paris. Donc ouais, il y a peut-être pas forcément bon, il y a pas de sens idéal. Hein. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que je fais un peu Paris un peu en dernier entre guillemets. Paris, oui non, j'aurais toujours envie d'être dans une grande ville. C'était une envie. Et puis voilà. Et puis il y a quelques amis. J'ai mon frère aussi qui est en région parisienne. Donc voilà, il y avait quelques éléments aussi qui m'amenaient ici, qui m'ont amené à Paris. Ok. Et puis j'imagine que ouais, niveau dynamique de ville, c'est plus ou moins similaire à Londres, j'imagine, ou je sais pas, peut-être pas, mais Si, si, tout à fait. D'un point de vue ouais, ouais. culturel, tous les musées, les concerts. Ouais, c'est très très Hmm. similaire. Et Ok, ok, cool. ouais, et plein de chouettes endroits pour aller manger aussi. Donc voilà. Autre chose que des fish and chips. Ouais, c'est ça. Ouais, tu manges très bien, Londres, hein, attention. Ah ouais, parce Et ils ont très quand même varié. Ah oui, oui. comment je pourrais dire ça? Ouais, une aura dans la cuisine qui est pas très bonne, les Anglais en général. Ouais, oui, c'est vrai. Ils sont pas forcément connus pour ça, mais après, voilà, c'est vrai qu'à Londres, il y a une telle diversité de cultures que tu peux manger. Et c'est comme à Paris, hein, les places des restaurants, sont tellement chères que si tu fais pas quelque chose en fonction des quartiers, bien sûr, mais un minimum quali et tout ça, c'est vrai que Ouais, ok. ça pousse le niveau aussi, forcément. Mais ouais, ça peut paraître étonnant, mais Ou très alors tu vas manger indien ou libanais, quoi. À ce moment-là. ouais, aussi. Mais non, très chouette expérience culinaire aussi à Londres. J'ai découvert plein de belles choses. Ok, ok. Cool, cool. C'est vrai que toi, si on avance un peu dans ce que tu proposes sur Instagram notamment, tu travailles beaucoup avec Cavalry. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce logiciel? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire euh, avec? Alors, Cavalry, effectivement, ça fait faire 2 ans que je travaille dessus, maintenant, où je m'y suis mis sérieusement à expérimenter et puis à, à me dire, à découvrir le logiciel. Cavalry, c'est un logiciel d'animation 2D, complètement vectoriel. Ok. Complètement vectoriel. Et bah, pour expliquer le plus simplement possible, j'ai envie de dire, on a l'habitude de dire que Photoshop, c'était un peu, qu'After Effects, c'était un peu le Photoshop de l'animation, en termes de comparaison. Moi, j'aime bien dire aussi que Cavalry, c'est un peu l'Illustrator, mais pour l'animation, pour essayer de, Ok, de, de, ok, de ok. vulgariser un petit peu la chose. T'as plein d'outils similaires.
Illustrator, c'est un peu, il y a un petit côté Cinema 4D aussi avec des duplicators où tu peux facilement faire des grilles, faire il y a des choses, voilà. Mais ça reste encore Ok. 2D dans un premier temps, même si ils amènent des caméras en, en 2,5D, tout ça, mais ça va venir et puis voilà, donc très orienté 2D, effectivement. Ok, ok, ok. Euh, est-ce que est-ce qu'il y a une grosse différence entre parce que j'ai vu qu'il y a effectivement une version gratuite et une version plus pro comme ils appellent ça. Est-ce qu'il y a une vraie différence entre les deux? Est-ce que t'es vraiment limité avec la version gratuite ou tu peux déjà vraiment te familiariser avec, faire des trucs assez cool? Tu peux déjà faire beaucoup de choses avec la version gratuite. La version Ok. pro, tu as donc plus d'outils, forcément. Tu as les outils en version bêta. Dans la version pro, par exemple, tu as des particules ou t'as des petits modules qui sont un petit peu plus avancés. Mais avec la version gratuite, en tout cas, tu peux faire déjà beaucoup de choses. Tu as juste Ok. des limitations en résolution d'export, il me semble. Mais en tout cas, Ah oui. Ok. même quelqu'un qui veut juste apprendre les bases de l'animation, poser les keyframes et tout ça, euh, c'est comme dans After Effects, t'as la timeline, t'as les keyframes, c'est déjà une belle ressource, comme un peu Blender, où tu peux télécharger et, et démarrer, expérimenter gratuitement. Donc ouais. Ok. 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 Parce que oui, bon, je connais pas foncièrement comment le logiciel fonctionne, mais j'ai cru comprendre que il y avait une manière de travailler qui est très procédurale dedans, dans le sens où euh, je sais pas si c'est la bonne image, mais ça va être très mathématique peut-être, où tu vas changer un truc et hop, ça va découler juste sur ton résultat à la fin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne dans le logiciel, tout ça? Alors l'idée de Cavalry, effectivement, c'est que tu peux un petit peu tout interconnecter. Chaque valeur, chaque propriété, tu peux tout interconnecter. Et c'est ce qui fait vraiment la différence de ce logiciel. Et c'est ce qui rend les possibilités quasiment infinies. Donc, tu vois, quand par exemple ils sortent un nouveau module ou un nouvel petit outil, tu vas dire ah mais tiens, qu'est-ce que ça va faire si je connecte cet outil sur cette valeur, sur ce si je mixe ça avec ça, et c'est infini, et c'est ce qui rend le côté complètement expérimental et surprenant à chaque fois. Après t'as des petites recettes qui commencent à arriver, mais c'est un peu ça. Et du coup Ok. le logiciel il y a toujours ce côté un peu basé sur les calques, comme dans After Effects. Et Ouais, ok. ensuite, tu as une partie un peu nodale, Mhm. comme on vient d'en discuter, où tu peux interconnecter les choses. Ok. Donc c'est un mix un peu, c'est un mix de tout ça et ça fonctionne bien, oui. C'est un Maintenant, peu comme quand on te dit tous les paramètres avec un chronomètre dans After, bah tu peux l'animer quoi. Ah tu te dis ah ouais non mais il y en a partout en fait. Les chronomètres il y a trop de possibilités quoi. c'est exactement ça. Et dans Cavalry, c'est pareil. Chaque élément, tu peux les interconnecter. Exactement. Après, l'idée, Ok. après Cavalry, voilà, c'est pas un logiciel enfin, un peu la comparaison avec After Effects parce que ça revient un peu toujours, la question revient, qu'est-ce que ça apporte en plus ou quelle est la différence par rapport à After Effects? Mhm. Bah, Cavalry, c'est pas un logiciel de compositing, par exemple. C'est vraiment basé, Ok. c'est basé que sur du vectoriel. Même si tu peux importer des images, des JPEG et tout ça, de la vidéo, mais tout est vectoriel. Par exemple, tu as fait une animation et tu fais pause. Tu peux faire dans le menu en haut fichier exporter et tu peux exporter un SVG, donc un fichier vectoriel que tu peux Ah ouais. importer et ça te Ok. fait une frame de ton animation et tu peux partir, tu peux continuer à travailler dessus dans Illustrator si tu veux. Et Ok. donc Ok. Ok. ça c'est voilà, par exemple c'est une des choses très intéressantes. Donc ouais, c'est plus, enfin moi en tout cas j'utilise Cavalry plus comme un complément à After Effects pour travailler sur un shot par exemple ou une petite partie que ensuite je vais mixer. Après les projets perso que je fais sur Instagram et tout ça, c'est quasiment tout le temps que du Cavalry à 100%. Mais Mhm. ça m'arrive de l'implémenter dans des projets pro, mais ça reste vraiment très ponctuel sur une petite animation, quelque chose qui me prendrait, je sais pas, 1 heure à mettre en place dans After Effects. Tu as un petit rig avec une grille et tout ça. Bah ça, Ah oui. dans Cavalry, c'est fait en 2 minutes, c'est fait. Et Ok. si tu veux changer une forme, une typo, tu vas changer la graisse, tu vas changer la typo, ce que tu veux.
dans Cavalry, le gros intérêt, c'est ça, c'est que tout sera mis à jour quasiment automatiquement. Alors que dans After Effects, même si tu fais du code et tout ça, et encore faut gérer le code, ouais, c'est beaucoup plus compliqué, ça sera peut-être plus lent aussi, et ça dans Cavalry, c'est le gros point fort du logiciel, à mes yeux en tout cas. Ok. Ouais, là, tu parlais justement un peu de rig, de typo et tout ça. Est-ce que tu as, par exemple, je sais pas comment ça se représente, mais est-ce que tu as un module où tu peux dire, va me chercher la 3e lettre de ce mot-là et tu me mets cette fonte. Sur la 4e, tu me mets une autre fonte et une taille plus petite. Et après, je sais pas, mettre une expression mathématique là-dessus, ça te la change automatiquement, je sais pas. Est-ce que c'est un peu ça la logique derrière tout ça? C'est exactement ça. Tu peux aller dans le détail, comme tu viens de le dire. Je veux la 3e lettre de mon mot. Je veux qu'il y a que celle-là qui change de couleur, ou qui change de typo. Tu peux tout à fait faire ça. Ok. Là où c'est un gain de temps énorme. Et moi, c'est ce qui me fascine dans ce logiciel. C'est pour ça aussi au début, quand j'ai vu les capacités, c'est ce qui me fascine, c'est de pouvoir changer quelque chose, faire des itérations si tu veux de tes projets ou de tes idées. Tu vas faire, comme tu dis, une animation de typo avec des couleurs. En un rien de temps, en 2 secondes, tu pourras générer une autre palette de couleurs et tester ton design avec 4 palettes différentes, même faire des exports. Tu peux faire 4 exports différents avec les 4 palettes de couleurs que tu as interconnectées, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, Super ok. facilement en fait. Et voilà, donc pour tout ce qui est vraiment motion test, bah, je trouve ça excellent. Et c'est là aussi Ouais, parce que c'est... Ouais, vas-y, je t'en prie. non, enfin, c'était juste pour terminer sur le côté modulable et le côté ajustable de Cavalry. Mes projets, en tout cas, que je fais, les projets perso que je fais, souvent tu peux te dire, bah, on peut faire ça dans After Effects aussi, par exemple. Je fais, ok, c'est quoi Mhm. l'intérêt et tout ça. Mais comme tu disais avant, si j'ai une typo, j'ai fait tout mon anime avec la typo et tout ça, et au dernier moment, je me dis, ah, j'ai peut-être envie de changer de typo, tu vois, peut-être, ou j'ai envie de rajouter, j'ai remplacé une lettre par une forme, par exemple. Ouais, ok. Si t'as bien conçu ton setup en amont, c'est fait en 3 secondes. Tu peux changer ton triangle, tu peux mettre un rond, tu peux changer ce que tu veux, Ok. et ton animation et ton fonctionnera toujours. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Ok. Ouais, donc j'imagine peut-être au début, ce qui va être le plus dur à appréhender, c'est c'est ton setup de l'animation, quoi. Comment tu vas rendre ton truc le plus adaptable possible pour que après, effectivement, ton client, bon là, c'est pas un client, mais souvent les clients vont dire cette typo là, j'aime pas. Changer ça. Il suffit que ouais, sur After Effects, t'as transformé ta typo en forme, en calque de forme, et là t'es foutu quoi. Donc Et tu recommences tout. un peu chiant. Et tu Voilà, recommences tout. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, il m'arrivait aussi de faire le truc inverse, c'est-à-dire quand j'utilise de temps en temps Cavalry sur des projets pro, le problème, c'est que le Cavalry est pas encore très répandu dans les studios. Il y a pas beaucoup de gens qui utilisent Cavalry en studio encore. Ça commence à venir, hein, ça commence vraiment à se démocratiser. Mais, comme on disait avant, ils aiment bien avoir les projets sources. Ça veut dire les fichiers After ou les fichiers CKD et tout ça. Et Cavalry, malheureusement, il n'y a pas encore grand monde qui maîtrise tout ça. Du coup, ce qui, moi, m'arrive souvent de faire, c'est faire des petits tests d'animation dans Cavalry, par exemple. Moi, comme je disais avant, au lieu de mettre 1 heure de faire ça faire mon setup dans After Effects, je peux faire ça très rapidement dans Cavalry, et faire plusieurs itérations, plusieurs versions. T'envoies, tu discutes et tout. Ah bah tiens, ils aiment bien cette version. Et ensuite, c'est vrai qu'ils ont besoin des fichiers, mais du coup, je refais cette version qu'ils ont bien aimée, je fais manuellement, si tu veux, dans After Effects, cette Ah oui. animation. Et vu que c'est validé, qu'on sait qu'on continue là-dessus, euh, Ok. il y a Ah pas de ouais. souci. Donc Ok, voilà, ok. ça c'est un petit peu un workflow dans lequel j'utilise Cavalry, qui fait gagner du temps et qui te permet de proposer plein de petites choses différentes. Ouais. Parce que bon, on a cité effectivement des exemples, changer la couleur d'un texte, la fonte d'un texte à l'intérieur d'un même mot. Sans doute qui doit exister des plugins, des scripts sur After qui font ça. Mais j'ai l'impression que vu que c'est dans le logiciel déjà dans Cavalry, c'est un peu plus simple et t'as pas des frais aussi additionnels ou t'as pas
à te plonger dans un code JavaScript auquel tu comprends rien, et puis ça peut vite être très fastidieux, quoi. C'est ça, tout est intégré, tout est pensé pour, donc c'est tout à fait ça. Donc t'as pas besoin d'acheter des plugins, ou quand tu vas récupérer un fichier, t'as pas besoin d'acheter le plugin, ah zut, j'ai pas ce plugin, ça a été fait avec ci, avec Ah ça, oui. et c'est aussi d'autres trucs. Et voilà, j'espère que ouais, le logiciel va se répandre un peu plus dans les agences et dans le milieu du motion design. Je suis confiant. Je suis confiant. Tu penses qu'il manque quoi justement à ce que ça devienne un incontournable selon toi, ouais, qu'est-ce qui ferait la bascule vers l'utilisation de cavalerie dans la majorité des studios? Je dirais peut-être plus la communauté grandit, voilà, plus tu vois de gens qui vont utiliser Cavalry, qui vont faire des choses intéressantes aussi. C'est ça. Faut montrer, expliquer que ça peut apporter, ça peut avoir une vraie utilité, apporter un plus dans l'animation, dans la créativité d'un motion designer de travailler avec Cavalry ou pas. Ça dépend vraiment de ton workflow, de tes envies. Après c'est une toute petite équipe encore, hein. Ils sont pas nombreux, donc ils doivent gérer le développement des logiciels, ils doivent faire des tutos, ils doivent faire le SAV aussi, parce qu'il y a un forum Discord aussi où tu peux poser tes questions. Ils sont très actifs, hein, ils répondent, hein, ils prennent en compte tous les bugs que tu signales, les idées d'amélioration du logiciel. Ok, cool. Donc ouais, ils ont beaucoup de taf. Et mais c'est déjà très bien ce qu'ils ont fait. Et curieux de voir la suite en tout cas. Est-ce que tu penses que le freelancing peut être un frein à ce genre de nouvelles idées, ce genre de nouveaux logiciels, vu qu'on a dit effectivement, et tu l'as rappelé juste avant, que les studios prennent les fichiers sources aussi, donc s'ils n'ont pas la compétence chez eux, bah forcément ça leur sert à rien. Mais s'ils ont la compétence chez eux, peut-être que le freelance ne sert plus à rien non plus, tu vois. Donc est-ce que d'un côté, ouais, le freelancing est pas un petit peu un frein à ce genre d'innovation? Non, je pense pas, parce que ça peut être aussi le rôle d'un freelance dans un studio d'amener ses outils aussi quelquefois. C'est déjà arrivé. Enfin, justement, dans n'importe quel domaine, hein, sur le graphic design, développement ou autre, d'amener des gens un peu externes au studio qui peuvent te dire, ah bah tiens, tu utilises cet outil, ah intéressant, qu'est-ce que c'est? Et ça m'est déjà arrivé, hein, dans des calls avec des studios. Ah tiens, on a vu que tu utilisais Cavalry par exemple. Qu'est-ce que tu peux nous dire en 2 mots? Quel est l'intérêt? Comment tu l'utilises? Donc ouais, justement, je pense que le freelance, ouais, a un rôle à jouer là-dedans. Et Ok. ouais. Ah non, c'est intéressant. Ok. En plus, ouais, tu disais si ça peut fluidifier des process en plus, tu vois, donc c'est limite un atout, quoi, au final, plutôt qu'un frein là-dessus. Ok. Exactement. Du coup, on le voit. D'ailleurs, t'as republié dernièrement un truc, un post autour du foot. J'ai vu. Tu fais beaucoup de créa autour de la typo. Qu'est-ce qui te fascine dans le travail de la typo? Alors la typo, c'est indirectement, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. T'es attiré, je sais pas pourquoi forcément, mais ce que j'aime bien avec le travail typographique comparé à bosser avec des formes ou autre, c'est vrai qu'il y a un message à véhiculer. Après, en tout cas dans des messages sur des boulots pro, t'as toujours des textes, t'as toujours de la typographie, et j'aime bien ce challenge de rendre un peu la typographie plus attrayante, plus sympa et pas chiante. Et donc quand tu vois des projets, des pubs ou autres, ou n'importe quoi, des clips, des lyrics, des vidéos lyrics, quand tu vois de la belle typo bien animée, et que c'est tout de suite beaucoup plus agréable, tu fais passer le message de façon beaucoup plus agréable. Donc c'est ça que j'aime bien dans le travail typographique, effectivement. D'ailleurs, est-ce que ça t'intéresserait, de travailler avec un artiste musical pour faire son clip en paroles animées? Ah, ce serait une idée, oui, ce serait une idée, pourquoi pas. Toujours ouvert, toujours ouvert aux collaborations, expérimenter, toujours.
Ok, ok. Parce que c'est vrai qu'on voit très peu d'animes de perso, par exemple, sur ton compte. J'ai dû diguer, il me semble, sur ton Vimeo, pardon, pour trouver des animations de main. Et encore, c'est pas ouais le perso en entier et tout. Est-ce que c'est euh, est-ce que t'es réfractaire à ce genre d'animation ou juste maintenant, maintenant tu kiffes animer la typo, on t'appelle pour animer la typo, ouais, tu prends ton pied et ça s'est fait naturellement. T'es allé chercher loin sur mon Vimeo, du coup. Je vais aller chercher un peu loin, ouais. Il y a quelques années, effectivement. T'as bien raison. Non, c'est juste, je l'ai fait, j'ai testé comme plein de choses. Hein. Je pense que c'est ça aussi le métier de motion designer, c'est assez vaste comme domaine. T'as de la 2D, t'as la 3D, t'as l'animation de caractère, t'as la typo, t'as tellement t'as du compositing, tu vois. T'as tellement de petits domaines. C'est à toi aussi de trouver là où déjà t'as des affinités, ce que t'aimes faire, et ensuite aussi où t'as des aptitudes. Et moi, c'est vrai que j'ai déjà testé un peu le character rigging. J'ai pas, je trouve ça bien, hein, j'adore, hein, je trouve ça quand je vois un caractère, ça m'impressionne, t'as trop envie de le faire, mais j'ai pas forcément d'aptitude, ni la patience aussi peut-être pour riguer un caractère correctement, ensuite animer tout ça. Mais en tout cas, ouais, chapeau au maître de la discipline. Mais voilà, je pensais vraiment tester et puis voir ce qui t'attire et le domaine où tu as des aptitudes. Voilà. Pour c'est un peu Ok, la recette. ok. Ouais, donc tu pousses peut-être les profils qui se lancent un peu dans le domaine à vraiment explorer tout ce qui peut exister, voir où les affinités se créent et puis pousser là-dedans plutôt. Exactement. Ouais. Être curieux. Être curieux et essayer de tester un max de choses. Et même si tu fais pas, tu te spécialises pas dans une chose, si t'as appris un peu de 3D, bah ça va te resservir sur un autre projet ou même en 2D, tu vois la façon tu fais un peu de lighting en 3D, ben quand tu vas faire du lighting en 2D sur des shapes avec des dégradés et tout ça, tu vas aussi réfléchir, tiens, ma lumière elle vient d'où, mes ombres elles sont où, donc c'est des choses, c'est jamais perdu et Ok, ok. Euh, j'ai vu que t'as aussi depuis longtemps maintenant aussi de nombreuses années, tu travailles beaucoup sur la distorsion, sur le glitch. C'est aussi ouais un truc c'est un style ouais qui t'a attrapé genre et puis tu continues encore aujourd'hui à l'utiliser quoi. c'est vrai. Je suis incapable de te dire d'où ça vient, mais je sais pas. Il y a peut-être une vidéo, quelque chose qui m'a marqué à une époque. Mais après voilà, c'est sûr, c'est un style. Mais c'est vrai que j'aime bien ces petites touches de glitch par-ci par-là, ce côté un peu déstructuré, mais difficile pour dire d'où ça vient. Mais peut-être la musique, voilà. Je sais pas. C'est vrai que Ok. j'aime bien la musique électronique, les trucs un peu IDM, electronica, tout ça un peu déstructuré et la musique, le rythme, Ah ok ça implique peut-être. aussi peut-être un petit peu ce rythme. Je sais pas, voilà. Mais c'est Ouais vrai, c'est vrai que peut-être c'est ça, vrai. ça C'est revient, vrai. ça revient très souvent. T'as raison. Parce que j'avais posé cette question à une personne qu'on avait reçue dans un épisode précédent. Est-ce que tu penses que ton style d'animation reflète ta personnalité? Pour elle, ça avait l'air d'être le cas. Est-ce que tu dirais que c'est pareil pour toi? Est-ce que tu es très in your face, très Et je dirais non, je suis pas in your face. Non, je pense que je suis. Alors oui, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est une bonne analyse. Mais oui, il y a quelque chose de ton travail qui qui reflète ta personnalité. Je pense ça c'est. Euh, mais non, moi, je suis quelqu'un d'assez posé, calme. Mais je pense avec aussi ces petits pics d'énergie qu'il faut sortir et voilà. C'est vrai que j'aime bien peut-être dans mon travail aussi. Je vais faire une comparaison, mais ces moments un petit peu calmes et après du coup bah d'un coup Ah oui. allez, ça part d'un Ok. coup quoi. Est-ce que tu peux nous parler de tes posts Good Neighbor? Ouais, D'où ça vient? Moi, je pensais que c'était à la base peut-être une histoire sombre avec un ancien voisin qui t'aurait peut-être embêté, mais il me semble que c'est pas ça. non, il y a personne n'est mort.
C'était l'idée de base, c'est un ami à moi qui est DJ et producteur qui habite en Ok. Californie. Donc je lui avais fait son logo à l'époque et tout ça, donc il s'est lancé un petit peu dans la musique électronique, vraiment voilà, on est à côté. Et cette animation, elle est née. Il m'avait demandé des petits visuels comme ça, ouais, pour du live ou autre, pour lancer un nouvel EP qu'il voulait aussi sortir. Si j'avais eu le temps de faire deux, trois petites Ok. animes et tout, je fais, pourquoi pas et tout ça. Et en gros, c'est vrai que il m'a envoyé les nouveaux sons qu'il a fait. Mhm. Et quand j'ai écouté ça, j'ai tout de suite ça m'a fait tout de suite penser à des petits tests que j'avais fait dans Cavalerie, Ok. où j'avais des petits shapes, et des dynamiques qui bougeaient de partout, tout ça. Et en gros, c'est un peu comme ça. Et puis j'ai écouté la musique, j'ai eu tout de suite les deux trois petites animations qui sont venues automatiquement. Les collections se sont faites, si tu veux. Donc j'ai utilisé ces petites animations, ces petits tests d'animation que j'avais fait, plus des nouvelles, et c'est allé très très vite. Ok. 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 Donc ça s'est retrouvé être projeté sur scène derrière lui à un moment donné. Oui, c'était pour les Ça a été réseaux, utilisé comment? c'était pour le réseaux sociaux, c'était pour ça comme à lui. Je sais pas exactement ce qu'il en a fait, mais voilà, Ok. voilà. En tout cas, il était content et puis on était tous les deux contents, voilà. Ah, cool, carrément. Bah tiens, d'ailleurs, ouais, est-ce que la musique va jouer un rôle dans comment tu vas voir une animation par la suite? Est-ce que tu te bases souvent sur le son? Est-ce que tu l'ajoutes après? Comment tu l'intègres ça dans le workflow? Ouais, toujours. J'essaie toujours de démarrer avec un morceau en tête, rien que pour le mood global ou la rythmique, toujours. Ça aide, même si c'est pas, Ok. même si ça termine pas dans le projet final, mais oui, ça fait une bonne base. Puis ça peut donner juste une sonorité ou autre, ça peut donner des idées d'anime. Mhm. Ça peut ouais, ça aide beaucoup. Donc ouais, toujours de la musique Ok. toujours la musique dans les oreilles, ouais. Toujours. Toujours. Ok, ok, cool. Ouais, on avait, si je repense, quand j'étais étudiant, on avait à un moment un exercice où on partait, ouais, juste d'une boucle de 5-6 secondes, et puis on avait un peu carte blanche là-dessus, et c'est vrai que ça peut te débloquer des idées ou une énergie à insuffler dans l'anime qui peut te changer, ouais, la vision de l'animation aussi après, quoi. Exactement, oui. Ça peut être une contrainte dès le début aussi, si tu as une boucle d'animation de 5-10 secondes, je sais pas, et tu as automatiquement des moments clés dans ton son Ouais, c'est ça. qui vont Ouais, dicter la rythmique, qui vont dicter le changement de plan exact. Ouais. donc ouais. Cool, cool. Euh, Est-ce que tu as un projet dont tu es le plus fier aujourd'hui? Un projet dont je suis le plus fier, difficile à dire, j'ai envie de dire, déjà toutes les petites expérimentations, je pense que c'est les choses qui ont le plus de valeur pour moi, entre guillemets. Euh, Ok. c'est beaucoup de tests. Voilà, tu t'exprimes tes idées, ton style, tu expérimentes. Je trouve ça chouette. Ça c'est plus pour le côté perso. Ensuite, côté pro, c'est plus délicat. Mais là, je dirais c'est peut-être sur un projet où j'ai peut-être appris le plus de choses, où c'était peut-être le plus valorisant. Mhm. Mais là, je pense par exemple à un projet que j'avais fait dans un studio à Londres. Ok. Il me demande, il dit Mathieu, on a 2 semaines pour faire ça. On a une typo, on a une palette de couleurs, on a des rushs et voilà, fais quelque chose. Fais ton truc et on jette ça un peu comme ça. Et en 2 semaines, c'est vrai que c'était tout. C'est là aussi où j'ai pris conscience que j'adorais faire ça. En fait, j'avais juste, comme je disais, une palette de couleurs, une typo, des rushs, une bande son aussi. Ils avaient juste préparé la bande son, mais sinon il n'y avait pas de DA, il n'y avait pas Ok. de storyboard. Et c'est là, du coup, tu prends tout ça et tu essaies de faire quelque chose, quoi. Et pareil, faut être productif. Faut venir avec un max d'idées et puis tu regardes ce qui fonctionne pas. Et ça s'est avéré être un, un très chouette projet qui a découlé sur plein d'autres petites variations Ok. sur la base de ce que j'avais posé de mon côté. Donc Mhm. voilà, c'est le premier qui me vient à Donc ouais, l'esprit. quelque chose qui a allé plus loin aussi. Ok, ok. Trop bien. Exactement, exactement. Est-ce que c'est pas ouais, enfin pas intimidant, c'est peut-être pas le bon terme, mais
quand on te pose, c'est une image, hein, mais quand on te pose sur ton bureau, tiens, t'as la musique, t'as les rushs, t'as la couleur, t'as la typo, est-ce que t'es pas en mode merde, je commence par quoi, je commence par où? Toi, c'est venu tout de suite direct, comme tu dis, ouais, faut pas se poser peut-être trop de questions à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Tu regardes ce que t'as comme matériel et t'essayes de composer quelque chose. Faire le tri déjà entre tes éléments, tu vois, ce que tu trouves intéressant, voir ce qui fonctionne pas. C'est de l'expérimentation, vraiment. C'est plein de tests. Comme je te disais avant, faire plein de petits tests très rapidement et tu vois très vite ce qui fonctionne, tu vas vite voir ce qui fonctionne pas. Ouais, il y a pas de recette magique, hein. Ok. Faut tester. Toi, tes tests, d'ailleurs, tu les fais tout de suite en mouvement ou tu passes quand même par une version statique? Ça dépend des projets. C'est vrai que j'aime bien, même que ce soit pour les idées ou toujours gribouiller un truc sur du papier, toujours. Même si je gribouille pas très bien, mais ça aide énormément. Ça aide énormément. Et ensuite, ça dépend du projet. Si c'est du perso, j'aime bien ça partir directement dans l'anime, parce que c'est vrai que très souvent c'est plus un concept d'animation qui va découler sur une animation complète et ensuite du design. C'est plus j'ai une petite animation qui fonctionne, qui est intéressante, et ensuite j'applique un design par-dessus. Je sais ok, comment je peux transformer l'essai. Et des fois ça dépend quand t'as un vrai projet pro, une demande, c'est sûr qu'il faut que tu passes par la phase purement design, obligé quand même. en amont, bien sûr. C'est super variable. Mais voilà, c'est intéressant de prendre le truc complètement à l'inverse, démarrer par l'animation et puis poser du design. Mais c'est pas toujours faisable. Ça dépend. Ouais, j'imagine. Ok. Est-ce que t'as un objectif pro en tête à moyen, à long terme là? Est-ce que tu voudrais peut-être repartir, je sais pas, à l'étranger? Est-ce que t'aimerais apprendre une nouvelle compétence? Comment tu vois un peu le futur? Le futur, pour l'instant, ouais, toujours en France. Toujours en France. Pas forcément d'envie de repartir dans l'immédiat à l'étranger. Ensuite, professionnellement, freelance aussi, c'est très bien. Il y a du pour, il y a du pour et du contre effectivement, mais ça se passe bien pour l'instant, donc je vais voir où ça mène. Ok. Et d'un point de vue peut-être plus compétences, je dirais peut-être pousser un peu plus le design encore. Mais mes compétences en design, c'est vrai que je me vends plus comme un motion designer et pas comme un designer. C'est vrai que c'est pas ma formation de base. Donc ouais, continuer à essayer de développer ce côté-là un peu plus. Et toujours la typo. Toujours la typo du coup, toujours typo, ouais, bien sûr. Typo, couleur, c'est sans fin. Ok, est-ce que t'as des projets à venir, là, projets concrets de travail, pro ou perso, qui vont arriver là dans les prochains jours, semaines, mois? Alors oui, il y a un premier, il y a un documentaire sur lequel j'ai travaillé l'an dernier, fin d'année dernière. C'est un documentaire pour France TV Slash. C'est sur du e-sport. Ok. Donc c'est sur du e-sport. Ça devrait sortir très bientôt, il me semble, fin mars, il me semble. Et du coup là j'ai fait un peu la DA du générique et tout ça avec un studio parisien. Et c'était ouais très chouette expérience. Ok. Très chouette projet, donc ça devrait sortir bientôt. Hâte de voir ça. La version complète finale. Yes. Et sinon, pareil, petit projet là sur lequel j'ai travaillé récemment avec plein de typos partout de nouveau, qui devrait sortir bientôt, j'espère. Et sinon, il y a mon nouveau showreel qui est en train de, Ah yes. qui est en bonne voie. Donc j'ai pas de date exacte, mais ça devrait pas trop tarder non plus. Voilà. Et sinon, continuer à expérimenter dans Cavalry, After Effects, voilà, et autres. Et tous les autres logiciels. Ok. Voilà. Cool. Ouais, c'est vrai que du coup les projets, c'était quoi, e-sport ou sport juste en général? Tu m'as dit là. E-sport, ouais, e-sport. Donc E-sport, ouais. jeux vidéo. Ça se prête bien, ça s'y prête bien l'animation avec du gros texte. J'imagine gros texte bien fat, bien dynamique et tout. C'est ça. Et glitch, tout ça, tout ce qu'on aime. Ouais. On y revient.
Très bien. Ok, cool, trop bien. Est-ce que tu aurais une œuvre à nous partager qui t'a inspiré, qui t'a fait réfléchir, que tu as envie de faire ce que tu fais, que ce soit récent ou ancien, peu importe. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? J'ai pas un travail en particulier, mais je dirais peut-être les showreels de The Mill. Surtout les anciens, genre ceux à partir de... Ça y est, ils sont pas tout jeunes, The Mill, mais regardez juste les vieux showreels à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont, enfin moi à l'époque ça m'avait beaucoup impressionné. Visuellement, bah forcément c'est du gros VFX. Visuellement c'est magnifique. Et ensuite il y a un gros sens du montage. Ils arrivent à raconter une histoire avec tous leurs projets qui ont rien à voir entre eux, avec une musique, un montage de dingue. Et enfin, moi à l'époque ça m'avait beaucoup transporté. Ça me dit ah ouais ok, tu vois la puissance aussi du montage et mettre tous ces visuels ensemble. Voilà, donc ouais, je peux que recommander à quiconque de regarder un petit peu ça. Même aujourd'hui, je pense que ça fait encore, ils sont encore assez efficaces. Mais à l'époque, ouais, ça m'avait beaucoup inspiré. Ouais, il arrive à faire une sorte de continuité alors entre les différents plans et tout ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est deux projets de pub qui ont rien à voir ensemble et puis ça s'enchaîne. Bah c'est du montage, hein, c'est la magie du montage. Ok, trop cool, trop cool, trop cool. Est-ce que tu as une boisson apéritive favorite, un peu signature, que tu prends tout le temps? Je prends tout le temps, peut-être pas, mais en bon alsacien, je dirais le picon, picon bière. Yes. Ah oui, bien sûr. Voilà. Ok. Est-ce que tu aimerais voir quelqu'un en particulier sur le podcast qu'on inviterait dans un prochain épisode? Oui, je dirais Joachim Riedinger, qui est aussi son blaze, c'est Joak, qui est un animateur 3D qui fait aussi beaucoup d'illustrations. Donc il est animateur 3D le jour et illustrateur la nuit, comme il dit. Et voilà, c'est quelqu'un. On débutait ensemble et c'est fascinant de voir l'évolution du personnage aussi au fil des années. Mm-hmm. Il était tout le temps déjà à l'époque avec son carnet de croquis en train de dessiner non-stop. Et voir l'évolution aujourd'hui, ouais, c'est fascinant. Donc je pense qu'il ferait un bon invité aussi pour votre podcast et raconter son parcours et sa passion du dessin. Ouais, c'est un chouette personnage. En plus, c'est vrai qu'il a, si je me trompe pas, il a une facilité à transmettre, j'ai l'impression. Il fait beaucoup de tutos sur des postures de personnages ou sur comment véhiculer une certaine émotion avec une pose très précise, les gros axes de dynamique d'un personnage et tout ça, c'est assez ouf. Exactement. Et ça qui fait il partage beaucoup de petits dessins, tutos, d'explications, comment rendre un personnage plus expressif. Donc ouais, il est très généreux aussi sur le partage de connaissances. Et ouais, voilà. Ok, trop bien, trop bien. Et qui est alsacien en plus, apparemment, du coup. Et qui est alsacien incroyable. Aussi. C'est même pas fait exprès, mais oui. on reste dans la mathématique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu pour ton temps, pour ce partage. C'était trop cool comme échange. Ça fait super plaisir. Merci infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Et à très bientôt. Ouais, à bientôt. On met tous tes liens des différents réseaux en description. Donc pour nos auditeurs, auditrices, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis ouais, à bientôt. À très vite. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à notre invité de nous avoir donné de son temps et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros motion design sur tous les réseaux. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans le prochain épisode du Modcast. À très vite.